bonne littérature. Excusez-vous. En Mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Et bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau débat du jour sur Juste Milieu. Et aujourd'hui, attention, ça va être la régalade, ça va être un débat de haut vol avec Kevin Boucaud, Victoire, avant toute forme de débat. Kevin, comment allez-vous? Je vais bien, ma foi, et vous? Plutôt pas mal, plutôt pas mal. On fait avec par les temps qui courent, mais voilà, juste milieu et ça, et là, pour la rigolade et la réflexion. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qui nous attend, hein. Cher Kevin, vous êtes journaliste, rédacteur en chef de la rubrique Débat et idées chez Marianne, également auteur de plusieurs livres, La guerre des gauches en 2017, George Orwell, écrivain des gens ordinaires en 2018, et le dernier en date, Mystère Michéa, portrait d'un anarchiste conservateur en 2019. Il est là le livre. Et on va forcément parler de tout ça, toutes ces grandes thématiques qui vont émailler notre débat de ce jour. Mais avant tout, peut-être quelques mots pour vous présenter et présenter aussi votre parcours personnel et professionnel qui vous a mené jusqu'à là aujourd'hui. Alors pour moi, j'ai un parcours assez atypique, puisque je ne suis pas formé en journalisme au départ. Donc, moi, je suis diplômé d'abord de mathématiques, de statistiques, puis d'économie. J'ai d'abord commencé à travailler dans le milieu en fait bancaire, principalement sur des stages. Et j'ai eu un stage à Covea Finance, qui est une société de gestion de portefeuille, puis à Natixis dans le service économique dirigé par le célèbre économiste Patrick Artus, et j'étais à la Banque Postale. À côté, je me faisais quand même assez chier dans ce monde-là, dans le monde financier. Voilà, et le monde. Au début, moi, j'imaginais être économiste en banque et en fait avoir un travail un peu de recherche, un travail un peu plus intellectuel, alors que bon, finalement, c'est un travail assez rythmé par les salles de marché et puis bon, c'est le monde des grandes entreprises qui est en fait pas pour moi. Et donc, à l'époque, pour passer le temps à côté, j'ai commencé à avoir d'autres activités. D'abord, avec un ami qui était encore étudiant à l'époque à Paris 5 Descartes, il fondait une radio étudiante et j'en suis devenu un de ses chroniqueurs. Donc, il avait une émission en fait de culture urbaine. Il avait deux chroniqueurs en fait. C'était un peu comme Ruquier avec Zemmour et Nolo. En plus, comme j'étais le méchant des deux, donc j'étais Zemmour. Donc, j'étais là pour dire que dans le monde du rap, tout allait mal et que tout était mieux avant. Ensuite, avec ce même copain, et d'ailleurs il était aussi de l'aventure L'autre chroniqueur, on a créé un site musical où j'assumais complètement la fonction de rédacteur en chef. Donc, c'était assez généraliste. Je faisais quand même principalement du rap, mais on avait d'autres chroniqueurs qui faisaient d'autres choses. Puis à côté de ça, j'avais aussi une activité de militant politique. En fait, moi, depuis longtemps, j'étais déjà assez politisé et j'ai un peu franchi le pas durant la campagne de 2012 où j'avais été convaincu par le Front de gauche et j'ai pris ma carte au Parti communiste français. Donc à l'époque, j'étais encore à Natixis. J'imaginais un peu comme le banquier anarchiste de Pessoa, sauf que là, j'étais le banquier communiste. Mais bon, ça n'a pas duré si longtemps que ça. Et après, en fait, j'ai commencé à écrire pour un site bénévole qui s'appelait Rajmag, qui était fondé en 2012, qui était sur une ligne, on va dire, antilibérale de gauche, non progressiste, plutôt sur une ligne, on va dire, Jean-Claude Michéa. Donc, ça va peut-être faire le pont après avec ce dont on parlera après. Donc, ce site plutôt à gauche, mais qui faisait quand même beaucoup chier les gens de gauche. Parlait d'idées notamment, mais aussi de culture. Moi, j'étais principalement là pour les idées, mais des fois, il m'arrivait de faire aussi des trucs en rap, en foot, voilà. Tout ça bénévolement. Et puis, en fait, en 2014, je me suis retrouvé au chômage après un CDD à la Banque Postale. Et lors d'un meeting communiste, une journaliste de l'UMA, Rosa Moussaoui, pour ne pas la citer, m'a dit un jour, j'aime bien ce que tu écris, tu fais quoi dans la vie? Je lui ai dit, je suis économiste au chômage. Elle m'a dit, ça ne te dirait pas de devenir journaliste économique à l'UMA? Je lui ai dit, pourquoi pas? Donc, je lui ai passé mon CV, elle l'a fait passer, et voilà comment j'ai intégré l'UMA pendant un an en CDD. Et c'est après que la galère commence vraiment, puisque le monde du journalisme est assez compliqué. Après un an de CDD, l'UMA n'a pas d'argent, décide de ne pas me garder. C'est compliqué en interne, plein de gens veulent me garder, enfin,
plein de mes collègues me soutiennent, les syndicats me soutiennent, il y a une pétition, une grève même pour me garder, mais bon, je m'en vais. Et j'entame une carrière de pigiste, c'est-à-dire une carrière de chômeur principalement, qui écrit de temps en temps pour Slate, pour Vice, pour des sites pas très intéressants. Ça dure quelques années. J'ai oublié quelque chose, c'est que pendant que j'étais à l'UMA, j'ai créé avec des amis un site qui est devenu une revue qui s'appelle Le Comptoir, qui est en fait c'est principalement des anciens de Rajmag, et c'est sur une liste assez, on va dire, anarchiste conservateur ou micheliste. On y reviendra encore. Voilà, avec ce site, on a aussi publié des revues, 3 numéros. La première sur le socialisme, qui s'appelle Recherche socialisme désespérément, une deuxième sur le populisme barbarie, et une troisième sur la décroissance. Donc voilà, donc pendant ces années, je pige, je galère. J'en rencontre aussi Natacha Polony, ce qui, plus tard, vous verrez, n'a pas été une mauvaise rencontre pour moi, finalement, qui est quelqu'un que j'appréciais beaucoup, d'ailleurs, quand elle était à la télé. D'ailleurs, elle y est toujours, mais donc elle était chez Ruquier. Et puis, voilà, à un moment, j'ai pas beaucoup d'argent. Enfin, j'ai plus d'argent, plus beaucoup de chômage, donc j'ai décidé de devenir prof vacataire en sciences économiques et sociales, puisque je suis diplômé en économie. Et puis voilà, après, je retrouve du boulot dans le journalisme, dans la presse catholique, en fait, chez Aletheia, qui est un petit site en ligne catholique pas très intéressant. J'y fais 6 mois de CDD, ils me gardent pas. Je rejoins Le Média, donc le média fondé par Sophia Chikirou, l'approche de Jean-Luc Mélenchon, et Gérard Miller et Henri Poulain. Voilà, début comme pigiste, ensuite en CDI, Sophia part, elle est remplacée par Aude Lancelin. Je deviens rédacteur en chef de la partie écrite du média, et puis au bout de plusieurs mois, après plus d'1 an au média, un jour, pendant que je fais mes courses, Natacha Polony m'appelle, elle vient de prendre la direction de Marianne. Son rédacteur en chef des Baïdés est parti, et donc elle me propose de prendre la suite. Voilà, sachant que j'avais un peu bossé pour Natacha pour Polony TV. Pendant toute cette période, comme vous l'avez dit, j'écris des livres. Le premier s'appelle La guerre des gauches. Au début, en fait, aux éditions du Cerf, c'est quelqu'un qui travaille aux éditions du Cerf qui m'appelle pour me le proposer. Il me connaissait en fait de la revue Limite, pour laquelle j'écris, qui est une revue d'écologie intégrale d'inspiration catholique, où j'ai à nouveau encore une chronique révolutionnaire, où j'écris sur l'histoire des révolutions. Il me demande si écrire un livre m'intéresse. Je réfléchis, je me dis oui, pourquoi pas quelque chose sur la gauche, l'histoire de la gauche qui m'a toujours très intéressé, mais aussi ses divisions, parce qu'on est à ce moment-là en 2016, et je me rends compte que bon, Valls avait parlé de gauche irréconciliable, et pour une fois, j'étais plus ou moins d'accord avec lui, parce que je pensais, et je pense toujours, qu'il y a des gauches qui ne sont plus faites pour dialoguer ensemble, pour s'unir, etc. Donc j'ai créé ce livre qui est autant une histoire de la gauche ou des gauches, puisque dès le début, j'explique qu'il y a plusieurs gauches, en fait, historiquement, une socialiste anticapitaliste, une jacobine, donc plus républicaine, centraliste, et une plus libérale, et que au fur et à mesure de l'histoire, au XIXe siècle, elles ont pu s'allier, elles ont pu se combattre. Par exemple, la Commune de Paris est combattue par la gauche libérale d'Adolphe Thiers, qui participe au massacre des communards en 1848. Pareil, une partie de la gauche socialiste est massacrée par une partie de la gauche libérale, celle d'Eugène Cavaignac. Puis voilà, jusqu'à en fait l'affaire Dreyfus, qui permet d'unir les gauches contre la droite antisémite et réactionnaire. Et ensuite, voilà, le XXe siècle qu'on connaît, avec toutes ces expériences, d'abord le Bloc des gauches, puis le Cartel des gauches, le Front populaire, et jusqu'à Mitterrand, et on y reviendra sûrement après, mais qui signe un peu la fin, on va dire, d'une certaine gauche anticapitaliste, et le retour d'une gauche libérale ou libérale-libertaire. Donc j'écris ce livre. Ensuite j'ai un ami, Paul Picaretta, qui dirige aussi la revue Limite et qui est aussi éditeur, qui m'a dit je sors une collection sur des petits auteurs, des auteurs pas assez connus, alternatifs. D'ailleurs, sa collection s'appelle vraiment Alternatif. Et il m'a dit voilà, j'aimerais te faire écrire sur tes 2 auteurs chouchous, qui sont 2 auteurs qu'on aime à Limite aussi, George Orwell et Jean-Claude Michéa. Et voilà, donc pour faire plaisir à Paul Picaretta, mais aussi pour m'amuser aussi un peu intellectuellement, j'ai écrit sur mon écrivain préféré, puis sur le philosophe contemporain qui m'a le plus inspiré et qui a sûrement changé un peu ma vision des choses.
Quel parcours, ouais, Ouais, comme ouais. vous nous disiez vraiment. Et justement, avec ce parcours atypique que vous avez et cette agilité intellectuelle qui vous a amené à traiter des sujets complètement différents, voilà pourquoi, chers spectateurs, aujourd'hui, on va avoir un débat vraiment passionnant avec vous, Kevin Boucaud-Victoire, et on va tout de suite commencer les hostilités parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes donc journaliste, rédacteur en chef. Comment avez-vous vécu cette pandémie depuis le début de l'année 2020, à la fois en tant que journaliste et à la fois avec l'œil acéré que vous avez sur des thématiques plus ou moins proches? Comment avez-vous vécu ça, à la fois de l'intérieur et de l'extérieur? Hum. Alors, en tant que journaliste, je dirais qu'il y a deux phases. Au début, c'est quelque chose de tout nouveau. Donc, journalistiquement, c'est quand même un défi. En plus, on se retrouve tous confinés, sachant qu'à Marianne, le télétravail jusqu'à présent, c'était pas encore trop ça. Donc, on se retrouve chacun chez nous. On a l'impression qu'il faut, voilà, qu'on vit une crise exceptionnelle, ce qui est en partie vrai. Et donc, en fait, journalistiquement, c'est quand même quelque chose d'intéressant à observer. Que ça soit le confinement, la maladie en elle-même et l'épidémie en elle-même et son évolution, mais aussi le comportement des gens en fait en soi, c'est-à-dire la psychose qui suit cette maladie, qui pour moi est une maladie sérieuse, mais qui n'est pas non plus n'est pas non plus la peste ou qui n'est pas une grippette, mais qui n'est pas non plus une maladie dévastatrice, mais une maladie juste suffisante pour saturer nos hôpitaux. Et voilà, au début, je trouve que journalistiquement, il y a quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, les journaux ont bien marché pendant la période du confinement, que ce soit les sites internet, les, les, les sorties en kiosque. À Marianne, on a dû faire, je crois, plus de 30% en kiosque, alors qu'à l'inverse, 20% des kiosques étaient fermés, si ce n'est plus. Voilà, c'est une période de début intéressante qui devient très vite chiante parce que ça fait quand même 1 an et demi qu'on traite la même chose avec des aspects différents, confinement, couvre-feu, pas couvre-feu, vaccin, passe sanitaire et tout. Mais c'est quand même, au bout d'un moment, on a un peu envie d'en sortir, de parler d'autres choses. L'actualité éditoriale se calque beaucoup là-dessus. Donc moi qui suis en rubrique débat idées, je traite quand même surtout enfin pas surtout, mais en grande partie, les sorties de livres et voilà, lire des livres tout le temps qui traitent du même sujet, même si c'est pas vrai, il y a eu aussi des livres sur d'autres sujets, mais il y en a quand même eu pas mal, etc. Ça devient vite assez redondant. Maintenant, je peux peut-être parler en tant que citoyen. Le citoyen que je suis est un citoyen assez inquiet. Alors, inquiet par le recul des libertés qu'on voit depuis l'année dernière. Euh, Moi, je dirais que déjà, le confinement, le premier confinement, c'était sûrement nécessaire parce qu'on n'était pas prêt à faire face à cette épidémie, mais on va dire, c'est un mal nécessaire. C'est comme, là, je vais reprendre une image utilisée par la philosophe Barbara Stiegler qui dit, en gros, le confinement, c'est comme si vous aviez un diabétique que vous n'aviez pas soigné et on en arrive au point où il faut lui couper la jambe, il faut l'amputer pour stopper la maladie. C'est un peu ça le confinement, c'est-à-dire notre système de santé n'était pas prêt, on n'avait pas de masque, etc. Donc il a fallu un confiner, deux, il a fallu en plus donner des consignes un peu contradictoires, stupides. On n'a pas de masque, donc d'un coup les masques ne servent à rien. Et puis c'est trop technique de mettre un masque. Vous voyez, si Beth Ndiaye, qui porte assez bien son prénom, n'était pas capable de mettre un masque, mais voilà. Ensuite, d'un coup, quand on a enfin des masques, eh ben, les masques, il faut les porter partout, même si vous êtes tout seul dans la rue, dans un parc, que vous n'avez aucune chance de contaminer personne et que personne ne va vous contaminer. Enfin, en fait, c'est une grande période d'infantilisation du citoyen, alors que certes, 90% des pays au monde ont suivi la même politique et ceux qui ne voulaient pas, comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis, ont fini par le faire. Mais il y a pour moi un bon exemple qui est l'exemple suédois, qui n'a pas confiné, qui a quand même restreint certaines choses, qui a pris au sérieux l'épidémie, mais surtout qui a attendu de ses citoyens qu'ils soient des citoyens responsables. Il n'y a pas de démocratie possible sans citoyens responsables, il n'y a pas de république, c'est-à-dire de res publica, de choses publiques, s'il n'y a pas des gens pour s'en occuper. Donc des gens, je ne parle pas d'hommes politiques, mais de citoyens responsables. Déjà, on a tous ce recul des libertés, je ne parlerai même pas du pass sanitaire qui nous renverrait à un mauvais épisode de Black Mirror. Mauvais parce qu'en plus, on ne va même pas au bout de la logique des choses, etc. Mais alors on a ce recul des libertés qui, moi, me paraît inquiétant et aussi cette manière de traiter aujourd'hui tous les gens qui doutent, les sceptiques. On est quand même au pays de Descartes, donc du philosophe qui a quand même théorisé le doute.
Aujourd'hui, on n'a plus le droit de douter de rien, sinon on est un conspi, un anti-vax, un beauf, un antisémite. Je vois pas trop le rapport, mais on en devient même un antisémite, etc. Enfin, voilà, voilà, je trouve qu'on vit une période assez inquiétante. Les penchants autoritaires de certains se révèlent, et même de libéraux, donc de gens censés chérir la liberté. Les penchants collabos de certains se révèlent aussi. Je pense à tout ce qu'on a pu voir dès le premier confinement avec les gens qui sont mis à appeler les flics pour dire oui, il y a trop de gens chez mon voisin, c'est louche, etc. Maintenant, depuis la semaine dernière sur Twitter, on a des gens qui tweetent pour dire si jamais j'entre dans un bar et on ne me demande pas mon pass sanitaire, je m'en vais. Pourquoi pas? Faites ce que vous voulez, hein, si vous voulez être contrôlé. Mais en plus, je vais voir les gendarmes et je les dénonce. Enfin, vraiment, c'est quand même quelque chose. Je sais pas, moi, en primaire dans ma banlieue, j'ai appris que dénoncer les gens, c'était quand même quelque chose de pas très bien, de répréhensible. Et là, on a presque l'impression que c'est être un héros que de devenir une balance. Enfin, voilà, c'est une période assez compliquée. Et justement, pour rebondir sur cette question du débat, est-ce que vous pensez qu'il est justement encore possible de débattre aujourd'hui? Parce que vous l'avez dit, difficile de douter, voire impossible, en tout cas d'émettre des positions qui poussent à la réflexion, et notamment sur le rôle des médias. On a vu peu de médias qui ont assumé le rôle de contrepoids, non pas pour s'opposer, mais simplement de rappeler, par exemple, certaines postures politiques ou sanitaires, qui étaient celles d'un Olivier Véran, qui disait, comme vous l'avez dit, que le masque n'était pas utile en population générale, par exemple, au début de la crise. Est-ce que aujourd'hui le débat est encore possible, ou est-ce que les médias sont pris dans le piège à la fois de relayer la parole sanitaire et gouvernementale et en même temps d'essayer de jouer encore un petit peu le rôle de contre-pouvoir? Est-ce que c'est encore possible, ou est-ce que la situation sanitaire fait que on enterre la possibilité du débat et tout devient sanitaire? Alors oui et non. Déjà, le débat en lui-même est mal en point, je dirais, depuis les années 80-90, notamment dans les médias, parce que, en gros, les années 80, c'est un peu la victoire donc, du néolibéralisme en Angleterre, aux États-Unis, et puis l'effondrement du bloc soviétique. Donc, le libéralisme triomphant, c'est la fin de la fin de l'histoire de Fukushima. Donc, on commence à théoriser cette idée d'abord que va s'imposer une sorte de consensus raisonnable. Alain Minc parle par exemple de cercle de la raison. On parle aussi d'omelette, où il faut garder le jaune et virer les deux côtés de l'omelette. Et donc, il commence à avoir cette idée qu'il y a des gens raisonnables qui sont voilà, les gens favorables à un certain néolibéralisme, pas forcément ultra-libéraux, mais quand même que les protections sociales, c'est quelque chose de dépassé. Et en même temps, qui, sur le plan des questions sociétales, à cette époque-là, c'est, on va dire, ce consensus, c'est le triomphe aussi voilà, des souhaits de racisme, de la diabolisation du Front National. Faut se souvenir qu'en fait, ça faisait quoi à peu près, quand on arrive dans les années 80, ça faisait 30 ans qu'on n'avait pas eu un parti d'extrême droite montant dans l'opinion publique. Donc, ce parti joue un peu le rôle du diable et du consensus contre le diable. Et d'ailleurs, dès les années 80, en 84, je crois, BHL dit le seul débat de notre temps devient celui du fascisme et de l'antifascisme. Donc très vite, il y aura les antifascistes, c'est-à-dire les libéraux, et puis les fascistes, qui sont autant les gens d'extrême droite que les gens d'extrême gauche. On invente un peu le concept de rouge-brun pour dire que de toute façon, les extrêmes se rejoignent, etc. Et donc, il y a toute une période assez compliquée pour le débat. Cette période s'est un peu refermée dans les années 2000 avec la montée de gens comme Éric Zemmour, comme Alain Finkielkraut, qui était déjà quelqu'un de connu, mais qui bascule plutôt vers la droite ou vers un libéralisme conservateur dans les années 2000, etc. Et là, on a un débat qui recommence à naître, quasiment que sur les questions identitaires et sociétales. D'ailleurs, hein, les questions économiques sont presque mises de côté. Peu de gens remettent aujourd'hui en question le capitalisme, malgré la crise de 2008, qui a quand même prouvé qu'il y avait quelque chose de pourri dans ce système. Mais voilà, on a quand même un débat qui renaît de manière quand même très hystérique, on ne va pas se le cacher. Hein. Par exemple, aujourd'hui, prenons une chaîne comme CNews. CNews me paraît totalement impossible dans les années 90, une chaîne de droite. En même temps, on voit l'hystérie de plein de gens qui ne supportent pas qu'il existe une chaîne de droite en France. On a l'impression qu'on est presque sous le régime de Vichy à cause d'une chaîne de droite, avec même quelques personnalités d'extrême droite comme Zemmour qui peuvent s'y exprimer, etc.
Alors, ça ne gêne personne que le service public, que France Inter, France Culture, etc., penche à 90% à gauche. Bon, sur France Culture, il y a Finkielkraut pour assurer la droite. Et à la rentrée, ils vont nous mettre quelques gens comme Alexandre Devecchio sur la matinale de France Inter. Mais voilà, ça ne gêne personne que la plupart des journalistes soient de gauche en France. Il me semble qu'en 2012, il y avait à peu près 85% des journalistes qui avaient voté pour François Hollande au second tour. Et naît une droite dans les milieux journalistiques, ce qui est assez rare. Et là, voilà, on a une sorte de crispation, etc. Et c'est quelque chose qui se prolonge sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est un peu la mort du débat public. C'est-à-dire, on cherche la petite phrase pour diaboliser. On est en 280 caractères, donc de toute manière, il n'y a aucune place pour la nuance. Tout le monde est caricatural, autant à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite, mais même au centre. Voilà, vraiment, il n'y a que des caricatures sur tout l'échiquier politique sur les réseaux sociaux. Et puis, comme les réseaux sociaux commencent à faire plus ou moins les lignes des médias, il y a un très bon article du Diplo qui est sorti cette année sur la question qui s'appelle « Un journaliste de guerre culturelle » écrit par Serge Alimi et ça doit être Arnaud Lambert, qui nous explique comment en fait les journalistes prennent de plus en plus la température sur les réseaux sociaux et sur Twitter, oubliant que ça ne représente que 8% des Français sont vraiment actifs sur Twitter. Et voilà. Et en fait, on se retrouve avec un journalisme très hystérique qui est soit très hystérique à gauche ou à droite, etc. Pour un journalisme en fait qui fait le buzz et qui ne fait que réagir souvent au buzz des réseaux sociaux, aux dernières polémiques identitaires un peu à la con, etc. Maintenant, venons-en à la question de la politique sanitaire. Maintenant, on a quand même une forme presque d'unanimisme, je dis bien presque. Effectivement, on est revenu à quelque chose où on a des gens raisonnables qui disent des choses type au début, c'était presque ce n'est qu'une grippette, ce n'est pas grave. Le virus était déjà présent sur notre sol. Macron pouvait faire des bains de foule, prendre des bains de foule à Mulhouse, sans geste barrière, etc. Et puis d'un coup, on se rend compte qu'il y a les premiers cas en France. Effectivement, une forme d'hystérie nous prend. Et là, il n'y a plus de remise en question du dogme. Vraiment, on est sur quelque chose. Il y a la parole. Et il existe des médias qui ne vont pas exactement dans le dogme sanitaire. Il existe aussi des médias dits alternatifs. Par exemple, je pense au grand travail fait par un média que j'aime beaucoup qui s'appelle La Décroissance, qui est donc un mensuel en papier qui, depuis un an, alerte sur le recul des libertés, etc. Il existe du débat, même des fois dans des grands médias. Enfin, j'estime qu'il en existe à Marianne, mais je ne vais pas juste prêcher pour mon média, mais prenons par exemple le Figaro Vox, vous trouverez des trucs assez intéressants, critique du pass sanitaire, des fois de la défense, mais voilà, il existe quand même quelques petits espaces de débat, mais sont assez minimes à côté du dogme. Et quelque chose m'a frappé récemment, c'est l'histoire du rappeur Akhenaton Dayam. Donc Akhenaton, on le sait, est contre la vaccination obligatoire. Il y a un peu plus d'un an, a même émis des doutes sur le virus, à se demander si finalement c'était pas une grippette, etc. Donc, premier blasphème. Deuxième blasphème, il est contre la vaccination obligatoire, pas contre le vaccin, contre la vaccination obligatoire, et contre le pass sanitaire. La semaine dernière, il tombe malade, quelque chose en fait d'assez bénin, il va à l'hôpital pour ça. La presse commence à s'emballer, on dit qu'il est en réanimation. Et là, 90% des médias font un chapeau à Akhenaton qui était contre le pass sanitaire en réanimation, l'air de dire « Ah, vous voyez, la blasphémie contre le dogme ». Dieu s'est vengé. C'est un peu ça, il y a quelque chose du virus vengeur qui s'est vengé contre l'homme qui n'a pas assez cru en lui. Malheureusement, finalement, tout ça n'était pas bien grave. Et Akhenaton, heureusement pour lui, est ressorti dans la journée. Mais on a vu quand même arriver ce truc un peu bizarre de gens qui presque se réjouissaient que quelqu'un qui s'était opposé au pass sanitaire se retrouve en réa. Imaginons que c'est vraiment quelque chose de grave. On a quand même quelqu'un qui aurait peut-être pu mourir, qui est quand même un père de famille, etc. On n'a pas à se réjouir, quelles que soient ses positions, en fait. Mais voilà, il y avait une sorte de plaisir coupable des gens contre. C'est un peu des nouveaux prêtres. On a blasphémé contre Dieu, et ben voilà, vous voyez, il a blasphémé, il va mourir. C'est un peu ça. Et c'est vrai, pour conforter ce que vous dites, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a vu fleurir dans les médias ces dernières semaines des articles de personnes qui étaient à l'hôpital et qui reconnaissaient qu'elles n'étaient pas vaccinées avec des titres « Ah, si j'avais su, je l'aurais fait ». C'est vraiment terrible. Il y a quelque chose qui tient du repenti, quoi, du statut de repenti. Et puis des gens dans des positions un peu pathétiques, à moitié nus, mourantes sur un lit d'hôpital pour dire « Si j'avais su, je l'aurais fait ».
voilà, c'est vrai que c'est très bizarre, quoi. Effectivement, moi, je suis de ceux qui, tout en étant opposés au pass sanitaire et à la vaccination obligatoire, pensent que le vaccin prémunit contre les formes les plus graves du Covid et qu'au moins une partie de la population les plus fragiles devrait le faire et chacun devrait prendre ses responsabilités pour le faire. Mais j'estime que de toute manière, déjà, s'il n'est pas rendu obligatoire par la loi, on n'a pas à traquer les gens qui ne l'ont pas fait. Je veux dire, si c'est la liberté de chacun, bah, c'est la liberté de chacun. On n'est pas là pour dire ah, toi, tu l'as pas fait, tu l'as pas fait, tu es un mauvais citoyen, haha, bien fait. Et puis, il y a l'autre truc, effectivement, ça fait très propagande. En fait, on se retrouve avec des gens, des fois, sur le lit d'hôpital. On ne sait pas exactement pourquoi ils sont là. On sait qu'ils ont eu le Covid, mais on ne sait pas s'ils avaient des facteurs de comorbidité. On ne sait pas s'ils ont respecté ou pas les gestes barrières, etc. Avec toujours quelqu'un pour dire si j'avais su, je l'aurais fait. Non, il y a vraiment quelque chose du blasphème contre le dogme. C'est vrai, oui, cette lecture du retour du religieux par rapport au contexte sanitaire, c'est effectivement très intéressant. Et pour passer de cette question du débat au deuxième volet de notre échange, il y a un personnage qui nous offre une transition parfaite. C'est le philosophe Geoffroy de Laganerie, ou Lagasnerie, je ne sais jamais comment on le dit, Je crois qui que c'est la lui-même galerie. Laganerie, Laganerie, qui avait déclaré lui-même à la radio que, en fait, aujourd'hui, il n'était plus nécessaire de débattre avec des gens avec qui nous ne sommes pas d'accord. En fait, tout simplement, que le débat n'était plus nécessaire avec certaines personnes de la société. C'est ce que vous évoquiez, Kevin Bocco-Victor, sur le contexte sanitaire, mais aujourd'hui, sur le plan politique, est-ce que, d'une certaine manière, le paradigme du débat est de droite? Et c'est ce que vous disiez également avec CNews, qui assume ouvertement de donner la parole à Éric Zemmour, tout en recevant des adversaires assez réguliers, des personnes vraiment opposées à lui sur le plan politique ou économique ou sur le plan des idées. Mais malheureusement, à gauche, le débat se fait de plus en plus rare et même on en vient à se glorifier de refuser le débat pour ne pas donner la parole à des opposants. Est-ce que pensez-vous que c'est une des causes du déclin de la gauche et du coup, pour en arriver au deuxième volet de notre échange, quel avenir pour la gauche avec toutes ces grandes questions qui aujourd'hui grignotent un petit peu l'idéal? Alors, ouais, Geoffroy de la Gannerie, c'est quand même presque un cas chimiquement pur, même si il me semble que sur la question des restrictions sanitaires, il a pris des positions assez intéressantes et critiques de la perte de liberté en bon Foucaldien qu'il est, et je dis ça sans ironie. Mais c'est un cas presque chimiquement pur, lui et ses amis Héribon et Édouard Louis, qui nous prouve en fait que la gauche n'a pas retenu les leçons du totalitarisme. Alors, je ne dis pas que la Gannerie et ses amis sont totalitaires, mais il y a quelque chose d'autoritaire chez eux, d'autoritaire paradoxal, puisqu'on parle quand même d'un philosophe ou d'un sociologue. Il se dit sociologue, même si je doute qu'on puisse le qualifier comme ça, qui se revendique d'une forme de libéralisme de gauche, de néolibéralisme. C'est son livre La dernière leçon de Foucault. Il faut se souvenir que Foucault, dans les années 70, prouve de l'intérêt au néolibéralisme en estimant que ça pourrait, selon ses mots, permettre une nouvelle gouvernementalité de gauche, c'est-à-dire en fait que le néolibéralisme, dans sa manière de limiter les prérogatives de l'État, pouvait permettre de nouveaux espaces de liberté. Et donc, il ne fallait pas au moins, il ne faut pas le rejeter dans sa totalité. Ça, c'est en gros ce que dit la Gannerie. Et on se retrouve avec quelqu'un défendant des positions officiellement libérales ou néolibérales sur certains points, qui passe son temps à vouloir censurer. Moi, j'ai découvert l'existence de la Gannerie quand il avait écrit sa pétition avec Édouard Louis en 2014, si je ne me trompe pas, où il voulait empêcher un discours de Marcel Gauchet aux rencontres de Blois. À l'ouverture de ces rencontres, Marcel Gauchet, qui est quelqu'un de pas bien méchant, quelqu'un de centre-gauche, plus brillant d'ailleurs que le reste de son camp, voilà, on va vouloir le censurer parce que, d'après lui, contre quoi s'est rebellé Marcel Gauchet ces 20 dernières années, et eux estimaient que quelqu'un comme lui, qui avait défendu notamment la loi Juppé en 95, etc., ne devait pas parler. Ensuite, ils ont tenté de faire un peu la même chose avec Nathalie Hennig. Et voilà, en fait, ils passent leur temps à faire ça. La Gannerie, dans un entretien au nouveau magazine littéraire, expliquait même qu'il ne disait pas bonjour aux gens avec qui il était en désaccord.
Moi, j'étais une cible de la galerie à l'époque où j'étais aux médias. Il a fait une série de tweets contre moi. Il a fait toute une série de tweets contre moi quand il avait appris que je devenais rédacteur en chef du média, expliquant qu'on ne pouvait pas être de gauche et avoir la foi. Parce que voilà, il avait retrouvé une interview de moi où je parlais de ma foi. Ce qui, d'ailleurs, moi, je pense que ce qu'il pense, c'est qu'on peut pas être de gauche et chrétien, parce que je pense que la foi ne l'embête pas quand ce sont certains de ses amis du comité Adama qui l'ont, comme Sebrakni ou Almami Kanouté. Donc, déjà, c'est quelque chose, sa formulation était paradoxale, mais bon, façon. Et on a des gens qui passent leur temps en fait à vouloir censurer les idées des autres. L'interview que vous citiez, il parlait quand même de pureté. Il disait que pour lui, le cadre de la loi n'était pas un cadre valable pour lui. Seul comptait la justice et la pureté. Et on a effectivement une gauche qui en fait, qui rappelle un peu la gauche sectaire des années 60-70 quand le marxisme était tout puissant à l'université. Sauf qu'à l'époque, ils n'avaient quasiment pas d'ennemis à part Raymond Aron. Et donc, c'était l'époque où il valait mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Raymond Aron. Et donc, cette gauche n'acceptait le débat que dans une certaine limite, qui était la limite du marxisme. Et ben, ces gens-là, c'est pareil, ils estiment qu'en fait, qui ne pense pas comme eux n'a pas le droit, n'a pas voix au chapitre. La Gannerie estime qu'il n'y a pas d'intellectuel de droite, parce qu'être un intellectuel, c'est vouloir s'opposer à toutes les formes de domination, sachant que chaque jour, on trouve de nouvelles formes de domination systémique et qu'on a un système qu'on est devenu incapable de définir. C'est presque une sorte de diable aux multiples visages, mais bon. Et, euh, et donc, effectivement, on a toute une gauche ou tout un pan de la gauche radicale qui aujourd'hui refuse le débat. Et des fois, ça peut être des gens très intéressants. Quelqu'un comme Lordon, par exemple, c'est un intellectuel que je respecte beaucoup et dont je partage beaucoup de positions, mais on a l'impression qu'il ne peut pas débattre à droite de Thomas Piketty. Et chaque fois qu'il débat avec Piketty, en plus, avec un énorme mépris, parce que Piketty n'est qu'un social-démocrate et donc on le prend de haut, on le renvoie à Jacques Attali, ce que n'est pas non plus Piketty, etc. Et on a voilà, toute une gauche qui, aujourd'hui, ne croit plus en la liberté d'expression, qui ne croit plus au débat, etc. Et avec paradoxalement une droite qui, je pense, pour beaucoup est assez opportuniste, mais qui défend cette liberté d'expression. Je pense qu'en fait, c'est assez opportuniste pour Éric Zemmour de défendre la liberté d'expression, parce que ça lui permet à lui, qui défend un discours minoritaire, de pouvoir avoir vos chapitres. Alors je pense que si Éric Zemmour était au pouvoir, après, malheureusement, je ne peux pas lire dans l'avenir, je ne sonde pas les âmes, mais je doute que Zemmour soit pour une liberté d'expression aussi absolue qu'il ne le prétend. Mais voilà, c'est une manière quand même pour cette droite d'avoir vos chapitres, au débat, etc. Et la gauche à côté, en plus, oublie à quel point c'est contre-productif de vouloir censurer. Alors Zemmour, on lui colle des procès, on tente de le censurer assez mal d'ailleurs, etc. À la fin, ça devient l'essayiste qui vend le plus en France. Mais allons un peu plus loin. Regardons quelqu'un comme Alain Soral. Soral, alors on l'a vraiment diabolisé, il n'a plus voix au chapitre nulle part. Ça a donné quelqu'un qui a sorti Comprendre l'Empire, qui est un best-seller à plus de 100 000 exemplaires, vendus. Moi qui publie des livres, je peux vous dire que 100 000 en France, c'est quelque chose d'énorme. En moyenne, un essai se vend à 900 exemplaires. C'était quelqu'un qui a eu un moment, Égalité et Réconciliation était le premier site politique de France avec F de Souche. Et donc, en fait, malheureusement, cette diabolisation des idées de droite et d'extrême droite a permis de créer une sorte de contre-culture d'extrême droite qui elle, prospère là-dessus. C'est la contre-culture Soral avant, mais aujourd'hui, Papacito, le Raptor dissident, etc. Tous ces gens qui sont à la recherche un peu de subversion, etc., eh ben, vont sur Internet se politiser avec des espèces de pitres ou de guignols d'extrême droite. Et aujourd'hui, voilà comment en fait la gauche est en train de perdre l'hégémonie culturelle parce que à force de diaboliser, etc. En fait, elle est devenue un peu comme l'Église vers la fin dans l'Ancien Régime, c'est-à-dire c'est devenu le parti de l'ordre moral. Et ceux qui en ont marre de ces systèmes, au lieu d'aller à gauche, où ils vont du côté de l'extrême droite. Et ces réactions qui sont quand même violentes sur le plan intellectuel, qui effectivement, comme vous le dites, soulignent le fait que quelque part la gauche est en train de perdre ce combat et adopte des réactions comme une bête blessée qui devient vraiment agressive face à quelque chose qu'elle ne peut plus avoir. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, une sorte de fuite en avant dans la mesure où la gauche aurait perdu les combats sociaux, c'est-à-dire
pour caricaturer un petit peu, mais la gauche aurait raté le virage des Gilets jaunes, raté le virage et rate actuellement le virage de la défense des libertés. Est-ce que la gauche, allez, pour le bon mot, n'a pas abandonné le bleu de travail pour le bleu de l'oiseau de Twitter, quoi? On peut dire ça, mais en fait, ça commence. En réalité, cette histoire commence bien avant. On est au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'extrême droite est balayée, et cette extrême droite qui a perdu tous ses combats, que ce soit la Pétain, la collaboration, mais avant Dreyfus, est un peu marquée du discrédit moral. La gauche, au contraire, la gauche, elle se met à incarner effectivement le camp du bien, le camp moral, etc. Et aussi, d'où sa victoire un peu dans les milieux intellectuels. Comme je disais, à l'époque, on préfère avoir raison avec Sartre que tort avec Aron. Tout anticommuniste est un chien, parce qu'on pense que l'histoire, en fait, a donné raison à la gauche, et qu'avec le temps, l'histoire donnera encore plus raison à la gauche avec la révolution qui viendra, etc. Sauf qu'à l'époque, effectivement, on a affaire à une gauche qui, quand même, défend les travailleurs, pense en termes de lutte des classes, certes, est capable de cacher les crimes de l'URSS pour ne pas désespérer Billancourt, donc pour ne pas désespérer les ouvriers, mais donc fait ça au nom quand même d'un progrès social. Je vais schématiser, mais arrivent les événements des années 60-70 qui ont leur apogée en mai 68, mais en fait, ça commence à peu près en 64 et ça finit à peu près en 74, où on voit apparaître de nouvelles revendications. Alors, en mai 68, on a autant des gens comme René Riesel, qui était le leader des Enragés, qui était un disciple de Debord, et donc quelqu'un qui voulait vraiment faire péter le système, en plus de manière libertaire, c'est-à-dire qui n'était pas non plus, un autoritaire, mais qui rêvait d'une démocratie directe avec des ouvriers qui exerceraient directement le pouvoir hors de l'État. Et puis on a aussi on a aussi des petits bourgeois à la Daniel Cohn-Bendit, Dany le Rouge ou Dany le Bourge, selon comment on veut l'appeler, qui en fait sont surtout là parce que la société d'avant 68 est une société très étouffante, très patriarcale, etc., et qui en fait veut surtout déconstruire le modèle en place. Même si on ne parle pas encore de déconstruction, ça viendra ensuite avec des intellectuels comme Foucault, Deleuze, Derrida, etc. Et donc, on voit émerger une nouvelle gauche un peu sociétale et un gauchisme culturel qui, lui, s'attache surtout, en fait, aux questions plutôt morales, identitaires, etc. Cette gauche est d'abord plutôt universitaire, mais pas politique. Dans les années 70, même le Parti socialiste ou la SFIO jusqu'en 74 sont des partis réellement anticapitalistes. Mitterrand disait à l'époque qu'on ne pouvait pas prendre sa carte au Parti socialiste si on n'était pas anticapitaliste. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas prendre sa carte au Parti socialiste si on est anticapitaliste. Tout ça arrive, on en arrive à 81 et surtout à 83. Le programme de Mitterrand échoue. Et en gros, Mitterrand est face à un dilemme, soit il quitte le système monétaire européen et poursuit son programme, soit il reste dans le système monétaire européen et abandonne son programme de transformation sociale. Il choisit d'abandonner son programme et là va plutôt se tourner vers d'autres choses qui sont effectivement le combat plutôt sociétal. À l'époque, le mouvement antiraciste prend de l'ampleur avec la marche pour l'égalité et la dignité, qu'on a renommée la marche des beurs, donc qui est une marche qui naît dans la banlieue de Lyon. À l'époque, les jeunes d'origine maghrébine et ceux qu'on n'appelle pas encore les immigrés, mais qu'on appelle encore les travailleurs immigrés, la bascule du vocabulaire est importante de travailleurs immigrés à juste immigrés, commencent à prendre parole, à expliquer qu'ils sont en France, qu'ils veulent s'intégrer et qu'ils veulent l'égalité. Ça serait une aubaine pour Mitterrand qui, l'année d'après, en 84, crée SOS Racisme, en y mettant à sa tête des gens très subversifs, Julien Drey, Bernard-Henri Lévy, etc. Et donc fait basculer le combat, en fait, du combat contre le capitalisme au combat, à l'époque, contre le fascisme ou contre le racisme. À la même époque, c'est le moment où le Front National commence à émerger dans le débat public, où Mitterrand, d'ailleurs, commence à favoriser aussi son émergence médiatique. Il y a cette lettre de Mitterrand au service public pour dire que dorénavant, il faudra composer avec Jean-Marie Le Pen. Je rappelle que le Front National naît en 73, en 74, ils font moins de 1% des voix. En 81, ils n'ont pas leurs 500 signatures. Et en 84, à des élections partielles, ils sont déjà à 13%. Donc, finalement, il y a sous le début du quinquennat de Mitterrand,
du premier septennat de Mitterrand, pardon, elle est là, l'explosion du Front National. Après, on a une progression lente et soutenue. Et donc, effectivement, on va embrayer avec une gauche plutôt culturelle qui va devenir le camp du bien, qui va en fait être le camp des minorités, des bons combats sociétaux. Je rappelle cette note du think tank Terra Nova, donc un think tank proche du Parti socialiste en 2011, qui s'appelait Quelle majorité pour 2012 et qui actait le fait qu'il fallait abandonner les classes ouvrières au Front National pour défendre les nouvelles minorités, donc les minorités ethniques, les femmes, qui sont pourtant pas des minorités, hein, c'est quand même 50% de la population. Et puis les minorités sexuelles, donc les homosexuels et le mouvement LGBT qui depuis a gagné plusieurs lettres. Je ne pourrais pas tous les faire. Voilà, quand on aura fait le tour de l'alphabet, on saura au moins combien de lettres à ce mouvement. Et voilà. Et donc, on abandonne ouvertement le combat contre le capitalisme et le combat pour les classes populaires au profit du combat pour les minorités. Ça, c'est vrai pour la gauche au pouvoir. C'est vrai que ce n'est pas totalement vrai pour la gauche radicale, mais la gauche radicale, en fait, devient une sorte d'hybride. À la fois les minorités, à la fois le combat contre le capitalisme. Et c'est ce qui explique que cette gauche radicale va au début rater le code des Gilets jaunes, à part quelques personnalités comme Ruffin, qui est un homme vraiment doté d'intuition populaire très forte, alors qu'il ne vient pas totalement des classes populaires, c'est un fils de prof, mais la gauche va au début rater le mouvement des Gilets jaunes parce que c'est la France périphérique, c'est quand même l'électorat plutôt du Rassemblement national ou l'électorat qui s'abstient, c'est pas un électorat de gauche. Ensuite, après 3-4 semaines de mouvement, on va essayer de récupérer le mouvement en comprenant qu'on n'est pas sur un mouvement proto-fasciste, mais vraiment sur une forme de lutte des classes. Mais voilà, va arriver un peu tard. Mais en fait, c'est pas tant les gilets jaunes qui sont le moment où la gauche rate les choses que en fait, les Gilets jaunes nous montrent qu'il y avait quelque chose de pourri dans la gauche. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler qu'en 86, déjà, outre-Atlantique, Christopher Lasch, sociologue et historien que j'aime beaucoup, écrivait déjà qu'il avait abandonné la gauche, non pas parce qu'il avait abandonné les idées de gauche, au contraire, il continuait à les défendre, mais parce que pour lui, la gauche avait trois défauts qui lui paraissaient insurmontables, qui étaient une idéalisation des groupes d'exclus, un fanatisme de la pureté idéologique et un sectarisme rampant. Aujourd'hui, regardez, vous verrez que ces trois défauts sont présents, mais en limite, la gauche n'est plus que ces trois défauts-là, quoi. Donc en fait, la gauche, globalement, a fini par se rétrécir, en fait, sur quelque chose de très urbain, minoritaire, etc., contre ce qui était au début son cœur, ou en tout cas ce qui a été son cœur, c'est-à-dire les ouvriers, la lutte des classes, et le combat contre le capitalisme. Effectivement, Christopher Lasch avait le tiercé dans l'ordre. Et Oui. en France, il y a bien un personnage qu'on pourrait surnommer l'ophtalmo de la gauche, c'est bien Jean-Claude Michéa, personnage sur lequel vous avez dédié un livre. Je le remonte parce que vraiment, forcément, j'ai lu ce livre pour préparer notre échange. Et vraiment, chers spectateurs, vous connaissez la maison. C'est pas du genre de passer la brosse à relire, mais vraiment un livre extrêmement intéressant, à l'image de ce que vous venez de nous dire, Kevin Bocco-Victoire, sur cette vision-là de la gauche, un livre très intéressant, très pédagogique pour comprendre à la fois l'évolution de la gauche et comprendre le travail du philosophe et professeur de philosophie Jean-Claude Michéa. Et je tenais vraiment à en parler avec vous aujourd'hui. Voilà, que vous puissiez nous présenter le travail de Jean-Claude Michéa, en plus de ce livre, bien évidemment, qu'il faut lire. Hein. Vous n'avez pas divulgaché, comme disent nos amis québécois, mais voilà, nous expliquer la démarche, l'évolution, le travail de Jean-Claude Michéa et aussi pourquoi vous avez souhaité vous engager dans une biographie, de Jean-Claude Michéa. Jean-Claude Michéa, qui est effectivement un prof de philo à la retraite aujourd'hui, qui est pour dire un paysan, puisqu'en fait, il passe l'essentiel de son temps à cultiver son potager et à s'occuper de ses poules dans les Landes. Et donc Jean-Claude Michéa, c'est, je pense, l'homme qui a changé ma vie, au moins d'un point de vue intellectuel. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours, depuis que j'ai commencé à me politiser vers 14-15 ans, je me suis toujours politisé à la gauche de la gauche. Moi, vers 16-17 ans, mon idole absolue, c'était Olivier Besancenot. La première fois que j'ai voté, c'était pour Olivier Besancenot. Et voilà, ensuite, mes figures ont été des gens comme Rousseau, Karl Marx, les Black Panthers, etc. Et Jean-Claude Michéa a réussi à mettre le doigt sur des choses qui me dérangeaient au sein de la gauche et que je voulais cacher un peu en moi.
Donc, en fait, Jean-Claude Michéa, c'est quelqu'un qui nous explique que finalement, la gauche et la droite, c'est plus ou moins la même chose parce que chacune défend à sa manière le même projet de société, à savoir le libéralisme. Alors, en fait, la gauche défend un libéralisme politique et sociétal qui est chacun fait ce qu'il veut tant que ça ne nuit pas à autrui, mais veut réguler les choses sur le plan économique. La droite, c'est à peu près l'inverse, c'est chacun fait ce qu'il veut sur les questions économiques, défense du droit de propriété, défense droit d'exploiter son prochain et de le réduire en servitude tant que ça se fait dans un contrat où les deux parties inégales signent. Et voilà, mais sur le plan des mœurs, il ne faut pas déconner. On défend en façade un mode de vie traditionnel, etc. Et il y a d'ailleurs quelque chose qu'on peut voir, c'est sur la question du dimanche, du travail du dimanche, où logiquement, c'est d'ailleurs ces deux positions peuvent n'en faire qu'une. Et c'est pas pour rien que le père de l'anarchisme, Pierre-Joseph Proudhon, a consacré son premier livre au dimanche, Éloge du dimanche, parce que cette droite qui prétend défendre la valeur famille, la société traditionnelle, l'église, la messe, etc., elle est la première à vouloir déréguler le travail, à vouloir ouvrir tous les magasins le dimanche, etc. Alors que c'est quand même le seul jour où, en théorie, on peut se retrouver en famille ensemble. Les autres, même si ils vont dire oui, mais les parents auront un jour de récup dans la semaine, parce que dans la semaine, les enfants sont à l'école. Donc, voilà, ils détruisent ce jour qui est pour la famille, qui pour les chrétiens peut être le jour de la messe ou du culte, etc. Et à l'inverse, à gauche, alors c'est vrai que une grande partie de la gauche est contre le travail du dimanche, la CGT, etc., est contre pour des raisons économiques, mais il existe une gauche plutôt libérale, libertaire, une gauche culturelle qui, elle, dirait bah non, il n'existe pas de jour pour Dieu, pour la messe. De toute façon, la famille, c'est une ineptie, quelque chose d'aliénant pour l'individu, etc. Et donc, rien ne s'oppose à ce que le dimanche soit un jour comme un autre, comme dirait Michéa, que le dimanche devienne manche-dit, et soit un jour comme un autre. Alors, je vais revenir à Michéa. En fait, Michéa, toute sa thèse, elle est effectivement que gauche et droite font la même chose parce que le libéralisme, en fait, n'est qu'un. Alors, au départ, il existe une forme de libéralisme politique qui naît en fait de ce qu'on appelle la modernité, qui naît après les guerres de religion. Après les guerres de religion, les philosophes commencent à se dire que l'homme est un loup pour l'homme, comme dirait Hobbes, et qu'il faut être capable de neutraliser les mauvais penchants de l'homme. Donc Hobbes, lui, a une solution qui ne sera pas la solution adoptée, qui est le Léviathan, c'est-à-dire l'État fort, autoritaire, totalitaire, qui écrase l'individu et qui empêche à l'homme de se faire la guerre. Les libéraux, eux, vont plutôt se dire que si l'homme se fait la guerre au nom du bien, détruisons toute notion du bien, créons un État qui sera axiologiquement neutre, c'est-à-dire qui ne prendra pas position pour le bien, mais qui en fait régulera les choses par le droit. Mais très vite, on se rend compte qu'en fait, le droit est quand même quelque chose d'abstrait, de trop abstrait, et qu'il faut un principe régulateur des sociétés. Ça deviendra le marché. C'est ce que Montesquieu appelle le doux commerce. Parce que, comme dirait Voltaire, quand il s'agit d'argent, tout le monde est de la même religion. Donc, voilà comment vont en fait s'appareiller ces deux libéralismes qui en fait se résument un peu à chacun fait ce qu'il veut d'un côté dans le plan culturel, de l'autre dans le plan économique, mais quand on défend un libéralisme culturel, eh ben en fait on crée les conditions anthropologiques du libéralisme économique puisque en défaisant toute forme de morale commune, etc., en créant l'individu autofondé, l'individu qui ne doit rien à son prochain, etc., eh ben, on ne voit pas pourquoi l'individu serait solidaire sur les questions économiques. Et à l'inverse, en fait, le libéralisme économique, lui, se nourrit d'un marché qui est toujours grandissant. Et donc, il faut détruire tous les freins au marché. Et détruire les freins au marché, c'est aussi détruire toute forme de valeur morale parce que tout doit pouvoir s'acheter, se vendre, le corps, les valeurs, etc. Et donc, finalement, on se retrouve avec une société où on aurait un État neutre et qui régulerait sur le droit, et puis un marché qui, lui, effectivement, régulerait sur les questions économiques. Sauf qu'avec Michéa, c'est un projet qui ne peut pas tenir déjà sur le plan anthropologique, parce que ça mène une nouvelle forme de guerre de tous contre tous, mais de guerre de tous contre tous par avocat interposé. C'est un peu ce qu'on voit aux États-Unis. Aujourd'hui, aux États-Unis, on peut se faire des procès pour tout et n'importe quoi. Je vais au McDo, je prends un café, il est un peu trop chaud, je me brûle la cuisse avec, j'attaque en justice le vendeur qui m'a fait un
un café trop chaud. Et c'est pas une caricature, c'est vraiment l'idée. Euh, et donc, en fait, ce libéralisme ne peut pas déjà prévenir une guerre du tous contre tous parce qu'en fait, il n'existe pas de société où des gens ne partagent pas certaines valeurs, ne partagent pas un certain mode de vie en commun, etc. En fait, il n'y a pas de société d'atomes ou, comme disaient Marx et Engels, de monades isolées, repliées sur elles-mêmes. Ça ne marche pas non plus pour des questions économiques. Je vais pas forcément vous faire toute la démonstration économique, mais grosso modo, le capitalisme, en fait, marche aussi avec cette idée de progrès permanent et de progrès technique permanent, donc de révolution technologique permanent, qui fait que il doit substituer toujours ce qu'on appelle du travail mort, c'est-à-dire des machines, au travail vivant, aux salariés, et doit tout faire pour exploiter le plus possible les salariés, sauf qu'on en arrive au problème de l'écoulement des marchandises. En fait, on a trouvé plusieurs manières de repousser ce problème. D'abord, au début, c'était la solution fordiste qui consistait à payer un peu mieux les salariés. Ça, c'était possible quand en fait, le rapport de force entre syndicats et patrons n'était pas trop défavorable. Maintenant que le patronat a tout gagné, et ben, on le voit, on est précarisé de plus en plus et aller voir les conditions de travail dans des entrepôts Amazon, on voit que les salariés n'ont plus de force de négociation. Ensuite, on a trouvé deux autres manières de faire, c'est d'étendre le marché au reste du monde. Donc en fait, c'est la mondialisation et l'autre chose, c'est l'endettement. L'endettement qui soit public. Aujourd'hui, le capitalisme ne marche plus qu'avec un État en fait qui dépense énormément d'argent, qui indemnise les chômeurs, qui donne des allocations, etc. Parce qu'en fait, sans ça, on aurait 10% de la population qui ne pourrait plus vivre, mais littéralement. Au moins, à l'époque du système féodal, quand les gens n'avaient pas de travail, ils avaient au moins un petit lopin de terre qu'ils pouvaient cultiver et pouvaient vivre en autosuffisance. Aujourd'hui, on vit dans des bars HLM ou dans des immeubles, etc. On n'a pas un lopin de terre. Si demain on n'a pas de revenus, en fait, on en meurt tout simplement. Et l'endettement privé, c'est-à-dire les banques qui accordent des crédits, etc. Mais pareil, ce système, en fait, on l'a vu, ne peut pas tenir indéfiniment. Encore une fois, je vous passe les aspects les plus techniques, mais on a une forme de contradiction qu'avait très bien analysé Marx et Engels aussi, à une différence près, c'est qu'eux pensaient que le capitalisme mourrait dès le 19e ou début du 20e siècle, alors qu'en fait, il avait plus de ressources, il était capable de se réinventer. Il y a une troisième limite au capitalisme, et ça, on la mesure tous les jours, c'est la question environnementale. Le capitalisme, en fait, repose sur la loi accumulée. Comme disait Marx, c'est la loi et les prophètes. En fait, le capitalisme, c'est comme une bicyclette. Si vous arrêtez de pédaler, vous tombez. Si vous arrêtez la croissance, le capitalisme s'effondre. Sauf que la croissance, c'est aussi la destruction des ressources, c'est aussi le réchauffement climatique, etc. Aujourd'hui, toutes les études scientifiques prouvent que croissance égale réchauffement climatique. Alors, on a toujours des capitalistes qui vont dire oui, le progrès technique permettra de neutraliser ça, on aura un découplement, sauf que jusqu'à présent, on ne l'a pas vu, ce découplement. Donc, pour ces trois raisons, le capitalisme, en fait, en tout cas, la civilisation libérale est condamnée pour une raison anthropologique, pour une raison économique et pour une raison écolo qu'analyse très bien Jean-Claude Michéa. Dernier truc, et ensuite je m'arrête. Michéa, ce qu'il a aussi analysé, c'est la différence entre la gauche et le socialisme. Pour lui, le socialisme, c'est la lutte des classes, la défense des ouvriers. La gauche, c'est la logique du libéralisme politique et culturel qui peut être compatible avec le socialisme, mais pas forcément. Et donc, on a eu cette union de la gauche, comme je disais, au moment de l'affaire Dreyfus en 1899. Mais en fait, rien ne permet de dire que gauche et socialisme sont censés toujours aller de pair. Et c'est pour ça que Michéa, lui, défend une forme d'alliance populaire des classes populaires hors en fait de la logique du clivage gauche-droite, parce que quand Marx parle par exemple de dictature du prolétariat, il ne parle pas des prolétaires de gauche qui ont voté pour les avancées sociétales, mais il parle bien en fait d'une logique de classe et non d'une logique culturelle. Et à la lumière de cette grille de lecture qui est offerte par Jean-Claude Michéa, à la lumière aussi de ce que vous, Kevin Boucaud-Victor, pensez, est-ce que la gauche peut encore faire naître un candidat qui réussirait à la fois
à ne pas sombrer dans les pièges du communautarisme, dans les pièges actuels dans lesquels s'effondre la gauche, et à la fois ne pas également sombrer dans les pièges de ce rapport-là au libéralisme, au capitalisme. Est-ce que vous pensez que c'est encore possible ou que malheureusement, aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est compliqué d'éviter un petit peu tout ça? Alors tout est toujours possible, hein. Prenez la campagne de Mélenchon en 2017. Mélenchon a fait une campagne objectivement centrée sur la critique du capitalisme, la défense des classes populaires, des prises de position écologiques courageuses, même si à côté, il y avait un aspect sociétal assez dérangeant, mais qu'il avait mis de côté. Il y avait quand même l'écriture inclusive dans tous les textes officiels, on avait la libéralisation du cannabis, la majorité à 16 ans, l'euthanasie, la PMA dite pour toutes, c'est-à-dire la PMA pour le fait de pouvoir procréer sans père et grâce à la technique. Petite parenthèse, moi j'ai rien contre la PMA pour toutes, je suis pour la PMA pour personne, donc même pas pour les couples hétéros, donc ne m'accusez pas de lesbophobie, au pire je suis juste réactionnaire. Et l'avortement dans la Constitution, pareil, moi je n'ai absolument rien contre l'avortement, mais est-ce que ça mérite d'être dans la Constitution? Donc est-ce que ça fait partie du pacte social essentiel? Je ne crois pas. Mais voilà, on avait tous ces trucs un peu sociétaux qui faisaient plaisir à la gauche, mais qui étaient quand même secondaires dans sa campagne. Et il a quand même fait une campagne, sur la défense des classes populaires. Ont beaucoup tourné sur Internet des remixes de lui de Raleigh Frick avec un qui s'appelle Ceux qui se gavent, où il dénonce la bourgeoisie, celle qui se gave, et celle des hypocrites, où il dénonce l'hypocrisie d'une certaine gauche, etc., qui se dit pour la laïcité, mais qui à côté n'a rien à redire contre les Saoudiens avec qui il passe des contrats juteux et qui asservissent la femme. Alors, on a eu cette campagne, et on a eu cette campagne qui a failli quand même mener à un candidat à la gauche de la gauche au second tour, hein. C'est le meilleur score pour un candidat à gauche du PS depuis Jacques Duclos en 69, donc candidat communiste de 69, qui avait dû faire 21%, je crois, et qui est arrivé troisième. Mais voilà, Jean-Luc Mélenchon a perdu, et depuis, il s'est recentré sur une stratégie d'union de la gauche, estimant que s'il avait perdu, c'était les 600 000 voix de Benoît Hamon qu'il fallait aller chercher, et derrière de recentrage sur ce qu'on appelle la gauche woke, c'est-à-dire la gauche d'inspiration plutôt américaine, qui en fait est plus dans la déconstruction de tout, voyant des logiques systémiques dans tout, donc racisme systémique, patriarcat. Après, on arrive à la question trans, etc. Et on a des oppressions qui s'alignent. Petite parenthèse, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, hein, j'estime qu'aucune société socialiste décente ne peut exister avec du racisme, avec du sexisme, avec de l'homophobie, etc. C'est la manière dont les woke le traitent que je critique, et la manière de faire passer ça au-dessus de tout et surtout au-dessus du privilège bourgeois. Aujourd'hui, on dit qu'il existe un privilège blanc, mais je suis désolé, Jay-Z ou Oprah Winfrey sont beaucoup plus privilégiés par rapport à l'ouvrier français blanc dans la Creuse, à l'ouvrier l'ouvrier blanc du Connecticut ou de je ne sais quel état perdu des États-Unis, hein. Il y a quand même une logique de classe qui arrive avant cette logique raciale. Et donc, Mélenchon s'est plus ou moins recentré dessus. Pas tout à fait, puisqu'il n'a pas réellement abandonné les questions. En fait, il essaie d'être un entre-deux, puisqu'il n'a pas non plus abandonné les questions économiques. Sur les questions identitaires, il essaie de sortir la créolisation pour sortir un peu du piège. Sauf que le problème, c'est que la créolisation, c'est un concept que j'aime beaucoup, d'un poète martiniquais, Édouard Glissant, que j'aime beaucoup, mais qui est incompréhensible pour les gens qui n'ont jamais lu Glissant. Donc, s'il compte faire campagne pour les bacs plus 8 de Parisiens qui ont lu Glissant, tant mieux pour lui. Ça lui fera peut-être quelques voix, je ne sais pas, mais je ne sais pas si c'est là-dessus qu'on gagne. Donc, est-ce que la gauche peut? Moi, je pense que oui. Aujourd'hui, effectivement, je ne vois aucun candidat qui pourrait le faire. On a quand même, on lui hommage Fabien Roussel, le leader du Parti communiste, qui essaie de le faire timidement, qui essaie de revenir sur une logique plutôt ouvriériste timidement. Mais voilà, quand on voit mais on sait que de toute manière, je pense que j'ai beau avoir eu ma carte au Parti communiste pendant longtemps, je pense que pour le coup, le Parti communiste est un parti condamné par l'histoire de l'URSS, par le totalitarisme, etc.
Voilà, maintenant, je pense qu'il pourrait effectivement exister ce candidat qui serait quand même empêtré dans une logique assez compliquée parce que il faut voir qu'aujourd'hui, le Rassemblement national gèle à peu près un quart de l'électorat populaire et donc il faut être capable à la fois d'aller chercher les abstentionnistes, qui est compliqué, mais ce qui a réussi un peu à faire Jean-Luc Mélenchon en 2017, mais aussi, et ça c'est un truc que la gauche ne veut pas voir, aller chercher malheureusement l'ouvrier blanc qui vote aujourd'hui pour le Rassemblement national. Et ça, effectivement, bon courage pour réussir à le convaincre. En tout cas, c'est pas avec les délires woke que ça marchera. Voilà. Moi, je pense que c'est possible, mais ce ne sera pas possible à échéance 2022. Et l'émergence, là encore une question rapide sur cet aspect-là, l'émergence d'un candidat qui viendrait vraiment de la société civile, hein, pas la promesse de la République en marche qui avait vanté ça pour faire venir finalement Cédric Villani et consorts, l'émergence d'un, par exemple, d'un Pablo Iglesias, donc celui de Podemos en Espagne, l'émergence d'un Beppe Grillo en Italie, ou tous ces personnages qu'on a vu sortir, alors ça va du prof à l'humoriste en passant par effectivement le lambda. Est-ce que ça, vous y croyez ou est-ce que vous pensez que ce serait finalement reculer pour mieux sauter, donner une illusion démocratique, mais qui finalement ne servirait pas réellement à l'avancée du pays? Alors, même si bon, les exemples que vous donnez ont du bon et du moins bon, Pablo Iglesias, c'est quelque chose, moi, Podemos, dont j'ai beaucoup apprécié la stratégie et qui s'est recentré sur un clivage gauche-droite et s'est réallié avec la gauche. Le M5S, il y a eu du très bon, mais le problème, c'est qu'il manquait, je pense, une colonne vertébrale intellectuelle au mouvement 5 étoiles, qui était une sorte de coalition des colères. Et donc, ce manque de colonne vertébrale a donné d'abord une alliance avec l'extrême droite, la Ligue du Nord, puis a reculé, etc. Mais moi, effectivement, j'estime que je pense qu'en fait, rien ne sortira du système, c'est-à-dire des grands partis installés, etc. Moi, j'attends vraiment que tout ça meure. Et je pense que ne peut sortir quelque chose que d'une société civile, de la société populaire, je dirais, puisque pour moi, il y a plusieurs sociétés civiles. Celle qu'inventait Emmanuel Macron est une société civile, c'est la France LinkedIn, c'est-à-dire c'est la France des bac+5 et des métropoles. Moi, j'aimerais que ça vienne de l'autre France, c'est-à-dire de la France qui vient de la France périphérique, mais aussi de la France des banlieues, et c'est-à-dire du pourtour paupériser les métropoles, avec, je pense, une alliance aussi peut-être des bac+5 précaires, qui ont, eux, plutôt voté du côté de la gauche radicale et pas trop du côté d'Emmanuel Macron. Mais voilà, je pense que devrait sortir quelque chose de ça, mais en même temps, il faut voir qu'on vit dans un système, dans un système qui s'apparente quand même de plus en plus à une plutocratie. Quand on voit le niveau des dépenses de campagne, aujourd'hui, un candidat qui sortirait comme ça et dirait je vais être campagne pour 2022, est-ce qu'il est capable de sortir au moins 1 million de sa poche, si ce n'est plus? Avoir les 500 signatures, c'est quand même quelque chose de compliqué. Et d'ailleurs, on le voit, hein, Emmanuel Macron, c'est le candidat qui sort de nulle part, mais qui est comme le candidat qui a bossé d'abord pour Rothschild, ensuite qui a été ministre de l'économie et qui a eu qui avait vraiment tous les réseaux de Bercy avec lui et donc a pu lever énormément d'argent et avoir énormément de soutien. On y ajoute derrière un soutien, et au début il est poussé quand même par les Strauss-Kahniens, donc une partie du PS, puis le soutien de Bayrou, donc du MoDem, et à la fin le soutien des JPI. Donc on a quand même derrière pas mal de gens du système. On y ajoute qu'aujourd'hui, par exemple, Éric Zemmour veut être candidat. Il n'appartient à aucun parti. D'ailleurs, je pense que s'il est candidat, ce sera 5% maximum, pas plus. Mais il veut être candidat, admettons, et je pense qu'il peut être candidat. Et à Nice Matin, récemment, on lui a demandé qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'être candidat. Il dit l'argent ou les 500 signatures, mais j'ai mes copains. Ne pas oublier que Éric Zemmour, c'est quand même quelqu'un qui derrière lui a des énarques, c'est quelqu'un du système, c'est quelqu'un qui est à la télé depuis quoi? Depuis 20 ans maintenant, protégé par le Figaro, qui est le quotidien le plus lu de France et qui appartient à un milliardaire, accessoirement, Monsieur Dassault, je ne sais lequel aujourd'hui parmi ses héritiers. Voilà, c'est mine de rien, même Zemmour qui se présente comme le candidat anti-système, c'est quand même quelqu'un du système. C'est quelqu'un qui tous les jours fait 1 million de vues à la télé. Voilà, et donc quelqu'un qui sortirait de nulle part, qui n'a pas ses réseaux, etc. Aujourd'hui, ça serait quand même très compliqué de le faire arriver. Moi, je pense qu'une seule chose peut pousser un candidat de la société civile, c'est un mouvement social puissant. C'est-à-dire quelqu'un aurait pu émerger des gilets jaunes, même si c'est compliqué, puisque les gilets jaunes refusaient toute représentation et toute verticalité. Moi, je suis quelqu'un d'assez horizontaliste, hein. Je crois aussi aux vertus de la démocratie directe,
aux vertus du pouvoir du citoyen par lui-même et je suis assez méfiant de l'État qui impose aux citoyens sa volonté, mais je pense qu'à un moment, il faut une forme de verticalité ou d'imperium, comme dirait Lordon, c'est-à-dire de quelque chose, d'une sorte de hiérarchie avec un leader, même si je pense que ce leader doit être contenu. C'est Orwell qui analysait la révolution soviétique, disait que le problème de la révolution soviétique, c'est pas la révolution en elle-même, mais le fait qu'on avait mis on avait mis en place aucun mécanisme pour virer les leaders si jamais ils déconnaient, et très rapidement ils ont déconné. Il faut voilà des mécanismes de contrôle, etc. Mais je pense qu'il faut à un moment une forme de verticalité. Et voilà. Et donc moi je pense que derrière un mouvement, des gens de la société civile ne pourront émerger que si ils sont soutenus par une large partie de la population, par une large partie des classes populaires. Et ça n'est possible qu'avec un vrai mouvement, avec un vrai mouvement social qui lutterait pas forcément contre le capitalisme, puisqu'au début, en fait, toute révolution ne part pas contre le capitalisme, mais part sur un point précis avant de s'élargir, mais partirait, voilà, de la défense d'un certain mode de vie, de la défense de la lutte contre la paupérisation, contre la relégation, etc., pour s'étendre à d'autres choses. Et justement, vous en avez parlé, s'il y a bien un personnage aussi qui répond à peu près à toutes les thématiques que nous avons évoquées ensemble, du pass et de la crise sanitaire jusqu'à aujourd'hui, l'importance du peuple dans l'évolution et la vivacité de la société, c'est bien George Orwell, à qui vous avez dédié un ouvrage, et sur lequel vous avez écrit un ouvrage. Qu'est-ce que nous dit, alors, vaste question, là, j'ouvre une porte très grande, mais qu'est-ce que nous dit George Orwell de notre époque? Et deuxième volet de cette question, 1984, son ouvrage peut-être le plus célèbre, est devenu une sorte quand même de tarte à la crème, c'est que tout le monde le mobilise de partout, rarement d'ailleurs en l'ayant lu sérieusement, mais déjà, alors, comment vraiment penser 1984? Comment utiliser, en retirer la substance pour éclairer notre époque? Et aussi, que peut-on dire des autres écrits de George Orwell, tout aussi importants, qu'on évoque beaucoup moins, mais qui, là encore, nous donnent une lanterne, comme disait Céline, pour vraiment éclairer ce qui se passe sous nos yeux? Alors oui, effectivement, moi, George Orwell, comme tout le monde, j'ai d'abord connu le George Orwell anti-totalitaire, donc 1984, La ferme des animaux, c'est grâce à Jean-Claude Michéa, qui est l'un des grands passeurs d'Orwell en France, que j'ai découvert le George Orwell socialiste ou anarchiste conservateur, comme il a pu se décrire dans sa jeunesse. Et d'ailleurs, vous comprendrez là le sous-titre de mon livre sur Jean-Claude Michéa, Portrait d'un anarchiste conservateur. Voilà, chose que Orwell a utilisé un peu pour choquer la bien-pensance de l'époque, hein, puisque ce sont deux termes qui normalement ne s'accolent pas, mais qui définissent une forme de sensibilité qui ressemble à celle de George Orwell, à celle de Jean-Claude Michéa et à celle de d'autres auteurs que j'aime beaucoup comme Debord, Castoriadis, Christopher Lasch, qui est en fait d'abord une défense de l'égalité, un refus de l'autorité et aussi une forme de défense de certaines traditions où on estime que voilà, dans nos modes de vie plurimillénaires, il y a des choses dont on doit se défaire, mais il y a aussi de bonnes choses. Et donc, voilà, moi, grâce à Michel, j'ai découvert ce Orwell-là. Ne pas oublier que Orwell, en 1946, écrit dans un essai qui s'appelle Pourquoi j'écris, cette phrase que j'aime beaucoup, qui est tout ce que j'ai écrit depuis 1936, dans les moindres lignes, et qui a été écrit directement et indirectement contre le totalitarisme et pour le socialisme démocratique au sens où je l'entends. Donc, c'est vraiment deux choses qui sont très importantes chez Orwell, et donc on va arriver à la question anti-totalitaire. Moi, je pense qu'il faut éviter de mettre du Orwell partout. Je pense que notre société ressemble quand même beaucoup plus au meilleur des mondes d'Huxley qu'à 1984. Aujourd'hui, mine de rien, ne serait-ce que dans 1984, notre discussion est impossible parce que tout est contrôlé, nos paroles, nos pensées, les gens que l'on voit, etc. Alors, ce qu'a réussi plutôt notre système, c'est à nous faire aimer notre servitude. C'est pour ça que ça ressemble au meilleur des mondes. C'est la société de consommation qui nous a plus ou moins endormis et qui nous a, voilà, on s'achète des gadgets, on a du pain et des jeux qui nous permettent d'aimer notre servitude, de moins en moins à cause du confinement. Et c'est peut-être là qu'on va un peu plus se rapprocher de 1984. Mais voilà. Mais il y a quand même, dans 1984, certaines choses qu'avait très bien vu Orwell, qui s'appliquent très bien à notre époque. La question de la novlangue. Eh bien, effectivement, donc la novlangue, c'est une langue
C'est une langue créée dans 1984, qui est créée à partir de la destruction du langage pour nous empêcher de penser. Plus notre vocabulaire est restreint, plus notre grammaire est pauvre et plus il est compliqué de penser. Tout simplement parce que les mots pour exprimer cette pensée ou les temps, les modes, comme on dit en conjugaison, etc., pour l'exprimer, disparaissent. Aujourd'hui, le langage technique, qui est un langage qui simplifie beaucoup, appauvrit cette pensée, nous réduit plus ou moins au rang de machine. Quand on se dit on est en mode, aujourd'hui je suis en mode énervé, etc. Je suis le premier à le dire, hein, mais voilà, en mode, c'est une machine qui est en mode quelque chose, en mode on ou off, pas un être humain. Et donc la novlangue déjà nous réduit plus ou moins au rang de machine, de consommateur, et nous empêche de penser certaines choses. On a ça. Ensuite, il y a la question des écrans et des données. Aujourd'hui, alors bien que le capitalisme marche de manière décentralisée, c'est-à-dire ce sont les décisions de chacun des capitalistes qui créent la société, on a une centralisation dont n'aurait jamais pu rêver le pire des dictateurs à une certaine époque, dont n'aurait jamais pu rêver Louis XIV ou Napoléon Bonaparte plus tard, avec quelques entreprises, une poignée d'entreprises qui sont capables de concentrer un pouvoir énorme. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sur Facebook, et ben votre compte Facebook existe quand même, il existe des comptes fantômes des GAFA. Pourquoi? Parce que comme vous avez de toute manière des amis sur Facebook, etc., eh ben, les GAFA sont capables de dire que vous existez et que vous avez tel ou tel goût grâce à vos liens dans la vraie vie. C'est quand même assez effrayant. Aujourd'hui, en plus, en lien avec les gouvernements, les GAFA nous disent ce qui peut être vrai ou faux. Vous regardez RT, donc Russia Today, dont c'est tous effectivement qui sont financés par le gouvernement russe. Et ben, à chaque fois que vous regardez RT, en bas sur YouTube, il va vous écrire attention, ce média est financé par la Russie. Sous-entendu, attention, ce média diffuse des fake news. Alors oui, Russia Today a diffusé des fake news. Russia Today diffuse aussi des informations intéressantes. Aujourd'hui, la meilleure émission de débat de ce pays reste quand même l'émission de Tadei. Elle est hébergée aujourd'hui par qui, malheureusement, par les Russes. Donc il y a aussi de très bonnes choses, et je suis désolé, mais des fake news, alors les fake news, c'est vieux comme le monde, et il en existe des fake news étatiques, etc. aussi. Donc les GAFA nous disent quoi penser, sont capables quand même de suspendre le compte de Donald Trump. J'ai pas beaucoup de sympathie pour cette espèce de guignol droitard, mais on parle quand même d'un homme qui était le président de la première puissance mondiale, et une entreprise décide de suspendre son compte Twitter et donc de censurer. Donc on a quand même quelque chose, une entreprise qui est capable de censurer l'homme le plus puissant de la planète. Donc on a ça, et puis on a effectivement l'État qui en plus tente de réutiliser ces méthodes-là, réussi en Chine avec le crédit social, etc. De toute manière, en Chine, on a un vrai capitalisme d'État, mais tente en France avec l'application Stop Covid l'année dernière, le pass sanitaire maintenant, etc., de réutiliser ces techniques, même si je pense qu'aujourd'hui, l'État n'est pas encore au point et que l'État n'est pas capable, comme les GAFAM, d'utiliser aussi bien ces techniques, mais tente pour nous dire aujourd'hui sous quelles conditions vous avez le droit de boire un café en terrasse, d'aller voir un film au cinéma, etc. Et donc, effectivement, on a quand même ce pan de George Orwell qui peut nous aider à comprendre ce qui se passe. Et dernier truc, et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on n'avait plus le droit de douter de nos jours. Récemment, je regardais la dernière vidéo de la youtubeuse Tatiana Ventose qui soulignait un point très intéressant qui était qu'aujourd'hui, non seulement on n'a plus le droit de douter, mais en plus, le gouvernement nous dit quoi penser. C'est-à-dire, quand le gouvernement n'a pas de masque, il nous dit attention, les masques, ça ne sert à rien. Quand le gouvernement n'a pas assez de doses de vaccin, il nous dit oh là là, Pfizer, c'est de la merde, et en plus, ça provoque des thromboses. Ensuite, il a les doses, c'est faites-vous vacciner ou sinon, il y a un pass sanitaire. Et en plus, le gouvernement n'est pas capable d'imposer une vaccination obligatoire, c'est-à-dire de prendre ses responsabilités de gouvernement, mais par contre, on nous dit quoi penser, c'est-à-dire vous êtes contre le pass sanitaire ou vous êtes contre la vaccination obligatoire. Alors qu'aucune loi ne vous oblige à vous faire vacciner, bah vous êtes un beauf, un obscurantiste, vous ne croyez pas en la science, etc. On en est à effectivement un gouvernement qui nous dit quand même quoi penser, et ça relève quand même de la logique totalitaire. C'est-à-dire dans une démocratie, il y a des lois, on a le droit de les combattre, on a le droit de s'y opposer, on a le droit de vouloir la changer, mais en même temps, effectivement, elle s'impose à nous,
mais en même temps, on a le droit de la combattre. Là, il n'y a même pas de loi, mais puisque la vaccination n'est pas obligatoire, par contre, on n'a pas le droit d'émettre le moindre doute là-dessus, on n'a pas le droit de critiquer, etc. Sinon, bah, vous êtes le pire des fascistes, etc., ou vous êtes le pire des obscurantistes, des complotistes, des antisémites. Enfin, voilà, c'est quand même quelque chose d'assez inquiétant. Effectivement, effectivement, et c'est vrai que c'est là où le travail de George Orwell et ce que vous nous expliquez là est extrêmement intéressant et éclairant dans la mesure où il nous montre peut-être ce qui pourrait advenir et il met plus en lumière ce qui advient aujourd'hui et ce que vous dites là sur le rôle d'un gouvernement qui dit aux gens quoi penser et c'est ce fameux en même temps où tout est vrai et faux à la fois et d'une semaine à l'autre un masque passe d'inutile à indispensable. Et ça, malheureusement, c'est en tout cas ce qu'on s'amuse à décortiquer sur Juste Milieu. Vous nous le confirmez là, aujourd'hui, à la lumière du travail de George Orwell. Cher Kevin Boucault-Victor, nous sommes ensemble depuis 1 heure et quart, bientôt quasiment. Vraiment un immense merci pour tout ce que vous nous avez dit aujourd'hui. J'étais ravi de vous recevoir parce que voilà, justement, je suivais votre travail. J'ai pris vraiment un malin plaisir à lire votre ouvrage sur Jean-Claude Michéa. Donc, c'était un plaisir de vous recevoir. Naturellement, je vous laisse le dernier mot pour les spectateurs de Juste Milieu. Alors, bon, bah, un plaisir partagé déjà. Et ensuite, bah, voilà, j'espère vous avoir au moins donné envie de lire George Orwell, Jean-Claude Michéa, mais aussi, voilà, moi Jean-Claude Michéa, c'est quelque chose que je n'ai pas dit, mais si je l'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il m'a fait découvrir énormément d'auteurs pas assez connus, donc que je vous recommanderais maintenant, qui sont Christopher Lasch, Guy Debord, Cornelius Castoriadis, Pasolini, donc tout ça qui sont des intellectuels, on va dire plutôt de gauche, libertaire, critiques du progressisme, mais on pourrait y ajouter des gens de droite comme Philippe Muret, qui est une sorte d'anarchiste de droite. Et donc, voilà, moi, pour le mot de la fin, je vous recommande ces auteurs. Je vous recommande aussi, c'est bien de s'évader des fois et de sortir aussi de la pensée du monde contemporain. Donc, n'hésitez pas aussi à lire des romans. Actuellement, je me fais plaisir à lire Les Misérables de Victor Hugo. Donc, lisez Victor Hugo, ça ne fait jamais de mal. Lisez Jack London, Martin Eden, mon roman préféré. Voilà, et surtout, gardez surtout toujours un esprit critique sur ce qu'on vous dit. Et j'ai beau ne pas être cartésien, j'ai beau faire plein de reproches à Descartes, je trouve que le doute est la chose la plus saine d'un point de vue intellectuel, à condition, comme disait Descartes, d'être capable de douter de ses propres doutes. Mais voilà, prenez du recul, lisez, et puis surtout, débranchez dès que vous pouvez les écrans, la télé, les ordinateurs, vos smartphones, et puis lisez, baladez-vous, voyez des gens, sortez, essayez de boire des cafés, même si bon, je sais qu'avec le pass sanitaire, ça va devenir compliqué, mais voilà, essayez de vivre et puis déconnecter un peu de ce monde des écrans anxiogènes et abrutissants. Pas de meilleure conclusion. Alors, sauf petit bémol, allumer les ordis juste pour regarder les débats Juste Oui, Milieu, et notamment celui qu'on a. Voilà, c'est tout. Après, on est. pour allumer Juste Milieu, et puis voilà, il y a quelque chose d'intéressant sur Internet aussi. Vous n'êtes pas le seul, mais voilà, vous en faites partie en tout cas. Merci beaucoup. C'était pour le petit bémol. Mais en tout cas, vraiment un immense merci, Kevin Boucault-Victor, pour cet échange. Nous, sur Juste Milieu, on va se retrouver très bientôt pour de nouveaux débats, de nouvelles vidéos. L'aventure continue. Encore merci à vous, Kevin Boucault-Victor. À très bientôt. À Chers très spectateurs, bientôt. prenez soin de vous. À bientôt.